Je ne pensais jamais raconter mon histoire ici. Pendant des années, le silence a été ma seule stratégie de survie. Mais aujourd'hui, assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant le soleil se coucher sur une vie qui m'appartient enfin, je ressens le besoin de parler. Pas pour me plaindre, mais pour laisser une trace de celle que j'ai été, et peut-être éclairer la lanterne de quelqu'un d'autre qui vit dans l'ombre. Tout a commencé comme un conte de fées, comme c'est souvent le cas. J'avais 26 ans, j'étais graphiste, pleine de vie, entourée d'amis. J'ai rencontré Antoine lors d'un vernissage. Il était charismatique, brillant, s'intéressait à tout ce que je disais. Il avait cette façon de me regarder, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. C'était intense. Trop intense, je le réalise maintenant, mais à l'époque, je prenais ça pour de la passion. Il m'envoyait des fleurs au bureau, m'appelait dès mon réveil. C'était le love bombing classique, mais je n'avais pas le vocabulaire pour le nommer. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Le piège s'est refermé doucement, presque imperceptiblement. C'était comme une anesthésie locale. On ne sent pas la coupure avant de voir le sang. Au début, c'était des remarques déguisées en inquiétude. Tu es sûr que tu veux mettre cette robe ? Elle fait un peu vulgaire pour un dîner d'affaires, je dis ça pour toi. Puis, c'est devenu des critiques sur mes amis. Sophie parle trop fort, elle t'épuise, tu ne trouves pas ? On devrait rester tranquille ce soir. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, mon cercle social s'est rétréci. Les dîners entre filles sont devenus rares, puis inexistants. Il avait toujours une bonne raison. Il était malade, il avait besoin de moi, ou alors il provoquait une dispute juste avant que je parte, me laissant les yeux bouffis et l'âme en peine, incapable de sortir. L'isolement géographique a suivi. Il a obtenu une promotion dans une autre région, à 3 heures de ma famille. J'ai quitté mon emploi, mes repères. Je me suis retrouvée seule avec lui dans une grande maison vide. C'est là que le masque est tombé pour de bon. L'homme charmant a laissé place à un contrôleur froid et méticuleux. Il vérifiait mes tickets de caisse. Pourquoi as-tu acheté cette marque de café ? Tu sais qu'on doit faire attention. Pourtant, il gagnait très bien sa vie. Il m'a rationnée. Je devais justifier chaque centime. Mon téléphone était devenu son objet. Il connaissait mon code, lisait mes messages, écoutait mes vocaux. La confiance, c'est la transparence, disait-il. Si je changeais le code, c'était la guerre, des heures de silence pesant, ou des crises de colère où il cassait des objets. Jamais moi, toujours à côté. Le mur, la vaisselle, ma tablette graphique. Le plus dur n'était pas la peur physique, mais la démolition psychologique. Il me répétait que j'étais nulle, incapable de gérer une maison, que sans lui je serais à la rue. Qui voudrait d'une femme aussi instable que toi ? Il alternait le chaud et le froid. Après une semaine de terreur, il redevenait l'Antoine du début, charmant, repentant, m'offrant un cadeau hors de prix. Et moi, affamée d'amour, je prenais ces miettes comme un festin. Je me disais que c'était ma faute, que si je faisais plus d'efforts, il resterait gentil. J'ai vécu dans ce brouillard pendant 4 ans. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je sursautais quand la porte du garage s'ouvrait le soir. Je surveillais mon ton de voix, ma posture, pour ne pas l'irriter. J'avais perdu 10 kilos. Le déclic n'a pas été une grosse dispute, mais un moment de lucidité terrifiant. C'était un mardi. Il était parti en voyage d'affaires pour 2 jours. J'étais allée à la bibliothèque, mon seul refuge autorisé. J'ai tapé sur l'ordinateur public, presque par hasard, mon mari me critique tout le temps. Je suis tombée sur un forum. J'ai lu des témoignages. Des femmes qui racontaient ma vie. Les mêmes mots, les mêmes tactiques. Le terme « pervers narcissique » est apparu. Emprise. Violence psychologique. En lisant, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un bandeau des yeux. J'ai pleuré, caché derrière un rayonnage. Pas de tristesse, mais de terreur. J'ai compris que ça ne s'arrangerait jamais, que ce n'était pas ma faute. Et surtout, que j'étais en danger. J'ai pensé à partir tout de suite, mais la peur m'a paralysée. Il contrôlait les comptes bancaires. Je n'avais pas de voiture à mon nom. Je n'avais nulle part où aller. L'idée de l'affronter me donnait la nausée. Il m'a fallu 2 semaines pour oser agir. J'ai profité d'un moment où il prenait sa douche pour aller dans la buanderie.
J'ai sorti un vieux téléphone prépayé que j'avais caché dans une boîte de détergent en poudre, une idée glanée sur le forum. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Sophie. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans. Ça a sonné 3 fois. J'ai failli raccrocher. Allô. Sa voix était la même. Chaude, familière. Sophie, c'est moi. C'est Clara. Il y a eu un silence. Clara? Mon Dieu, est-ce que ça va? J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots laids, bruyants, que j'étouffais dans ma manche. Non. Non, ça ne va pas. Yeah. Je crois que je suis prisonnière, Sophie. Aide-moi. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle n'a pas fait de reproches sur mon silence. Elle a juste dit « D'accord. On va te sortir de là. Dis-moi ce que je dois faire. » Ce soir-là, Antoine m'a trouvé bizarrement calme. Il m'a demandé si je cachais quelque chose. J'ai souri, le cœur battant à tout rompre, et j'ai menti pour la première fois sans culpabiliser. Non chérie, je suis juste fatiguée. Dans ma tête, le compte à rebours avait commencé. La semaine qui a suivi mon appel à Sophie a été la plus longue de ma vie. Je devais jouer la comédie de l'épouse parfaite tout en planifiant ma fuite. C'était terrifiant. J'avais l'impression qu'il pouvait lire dans mes pensées. Chaque regard qu'il posait sur moi me glaçait le sang. Sophie et moi avions mis au point un plan simple mais risqué. Antoine devait partir pour un séminaire le jeudi suivant. Il partirait à 6 heures du matin. Sophie arriverait à 8 heures avec sa camionnette. J'avais 2 heures. J'ai commencé à exfiltrer des choses, petit à petit. Je ne pouvais pas faire de valise, il l'aurait vu. Alors, j'ai caché mes papiers importants, passeport, acte de naissance, diplôme, au fond du bac à linge sale, enveloppé dans un sac poubelle. J'ai mis de côté quelques bijoux que ma grand-mère m'avait donnés, les seuls biens qu'il n'avait pas achetés. Le mercredi soir, la veille du départ, il était particulièrement odieux. Il a critiqué le dîner, a dit que je me laissais aller. Il m'a pris le menton, serrant un peu trop fort, et m'a dit « Tu as de la chance que je t'aime, tu sais. Tu ne serais rien sans moi. » J'ai dû retenir une envie de vomir. J'ai baissé les yeux et j'ai répondu « Je sais. » C'était ma dernière soumission. La nuit, je n'ai pas dormi. J'écoutais sa respiration régulière à côté de moi, priant pour que le réveil sonne. Quand il s'est levé, j'ai feint le sommeil. J'ai entendu la douche, le bruit de la cafetière, le cliquetis de ses clés. Puis, le bruit du moteur qui s'éloigne. Dès que la voiture a tourné au coin de la rue, j'ai bondi. Je n'ai pas pris grand-chose. Des vêtements, mon ordinateur, les papiers cachés. Je courais dans la maison comme une folle, le cœur au bord de l'explosion. À 7h45, j'étais assise sur les marches du perron, mes sacs poubelles à mes pieds, tremblant de froid et d'adrénaline. Quand la camionnette de Sophie s'est garée, j'ai cru voir un ange. Nous avons chargé en silence, rapidement. En montant dans la voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil à cette maison qui avait été ma prison dorée. J'ai jeté mon alliance dans les graviers de l'allée. Un geste théâtral, peut-être, mais nécessaire. On y va, a dit Sophia. Et nous avons roulé. Le plus dur a commencé après. Quand il a réalisé que j'étais partie, le déluge s'est abattu. Des centaines d'appels. Des messages alternant entre supplications larmoyantes, « Je ne peux pas vivre sans toi, je vais changer », et menaces terrifiantes, « Tu vas le payer, je vais te détruire ». J'ai dû changer de numéro, bloquer ses mails, supprimer mes réseaux sociaux. La bataille juridique a été un enfer. Il a engagé un avocat requin. Il a essayé de faire croire que j'étais instable psychologiquement, que j'avais abandonné le domicile conjugal sur un coup de tête. Il a retourné certains de nos amis communs contre moi, racontant que je l'avais trompé, que je l'avais volé. Voir des gens que j'aimais me tourner le dos a été une douleur atroce. Mais Sophie était là, un roc inébranlable. Et mes parents, que j'avais tenus à l'écart par honte, m'ont accueilli sans jugement. J'ai dû raconter mon histoire devant des juges, des avocats, des experts. Décrire les humiliations, le contrôle. C'était humiliant, mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois, ma parole avait du poids. J'ai obtenu le divorce, mais j'y ai laissé des plumes financièrement. Peu importe. J'avais acheté ma liberté.
La reconstruction a été lente. Très lente. Au début, je sursautais quand quelqu'un élevait la voix.